parole à Véronique, qui est aussi très engagée, qui alors abordera plus spécifiquement une des questions. Et d'ailleurs, on pourrait s'interroger pourquoi c'est cette question qui revient maintenant d'une manière récurrente, celle de la sédation. Rien que le fait de s'être focalisé là-dessus pourrait longuement interroger. Je donne la parole. Vas-y. Salut. Donc bonsoir, donc je vais, rassurez-vous, être brève, parce que si on veut un peu échanger, il faut un petit peu de temps. Et je ne vais pas vous énoncer les 46 recommandations qui ont été faites par le consensus formalisé d'experts qui a eu lieu en 2009. Mais je vais vous... C'était important qu'on en parle, parce qu'il y a quand même un problème de terminologie avec ce mot de sédation qui est utilisé dans des phrases ou même des contextes très différents. Et lorsqu'on a travaillé au moment de ce consensus formalisé d'experts, nous avons donc réuni un certain nombre de membres des différentes sociétés savantes de médecine qui pouvaient être concernées par la question. Et l'analyse de la littérature, déjà, nous a fait écrire une première recommandation qui est justement de ne pas qualifier le terme de sédation. Parce que finalement, on dit sédation terminale. Alors là, j'en ai entendu un nouveau, sédation euthanasique, sédation de répit, sédation compassionnelle, sédation palliative, sédation traitement. Donc finalement, on ne sait pas de quoi on parle. Et quand on analyse la littérature, qu'elle soit française ou anglo-saxonne, ça a été le premier constat qu'on a fait, c'est que finalement, ça recouvre des pratiques professionnelles extrêmement différentes qui n'ont pas du tout le même sens. Donc la première recommandation, c'est il est recommandé de ne pas qualifier le terme de sédation. La deuxième recommandation, c'est de le contextualiser, c'est-à-dire de dire sédation en phase terminale, sédation en phase palliative, parce qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Juste, qu'est-ce que c'est que des recommandations professionnelles? Ce sont des recommandations de bonne pratique, c'est-à-dire que ça s'adresse à des professionnels. Et là, ce terme de sédation est très utilisé par des hommes politiques, par la société, par le public. Et finalement, on ne s'y retrouve pas très bien. Moi, en tant que professionnel, je ne sais plus très bien de quoi on parle. Et ce dont je vais vous parler, c'est donc de recommandations de bonne pratique. Et le titre entier, il faut dire qu'il est un peu long, c'est « Recommandations de bonne pratique de la sédation en phase palliative ou en phase terminale dans des situations de détresse ». C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la question de pratiquer une sédation qui peut vouloir dire une antalgie ou qui peut vouloir dire une anxiolyse, puisque sédater, ça veut dire calmer, donc ça voudrait dire tout ça. Donc ces recommandations, elles portent là-dessus. Alors, le contexte dans lequel on peut être amené à pratiquer une sédation pour détresse, il y a deux grandes situations dans lesquelles je crois que ça ne pose pas tellement de difficultés à comprendre. C'est des situations qui sont rares, il faut le repréciser, qui sont exceptionnelles, mais qui existent. C'est des situations en phase terminale, quand il y a des situations à risque vital immédiat, des situations d'hémorragie cataclysmique ou d'asphyxie, dans lesquelles, là, on pratique une sédation pour permettre aux patients de ne pas vivre, ne pas avoir la perception de l'insupportable de la situation. Il y a une deuxième grande catégorie, et là, à mon avis, ça pose beaucoup plus de questions. C'est ce qu'on appelle des symptômes réfractaires. C'est-à-dire que c'est des symptômes qui, malgré des efforts obstinés pour les traiter, continuent à être perçus comme insupportables par le patient. Et quand on continue à vouloir les traiter, on augmente les effets secondaires, et notamment l'endormissement. Et donc, tant qu'à faire d'endormir un patient, autant l'endormir correctement dans une bonne pratique. Et donc, il y a toute une partie de ces recommandations qui concernent comment faire. Alors, la définition qui a été donnée qui a été donnée de la sédation
par ces recommandations. Je vais vous la lire parce qu'elle est un peu longue, mais vous la connaissez sans doute. C'est donc la sédation, c'est la recherche par des moyens médicamenteux d'une diminution de la vigilance qui peut aller jusqu'à la perte de conscience, avec un objectif, un but, qui est de diminuer ou de faire disparaître la perception d'une situation vécue comme insupportable par le patient, alors que tous les moyens disponibles et adaptés à cette situation ont pu lui être proposés ou mis en œuvre sans permettre d'obtenir le soulagement escompté. J'insiste un petit peu sur cette définition, puisqu'on a vu, je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, ça pose tout à fait la question de la visée, qui est la qualité de la vie, et de ce qui est supportable et de ce qui est insupportable pour le patient. Donc il y a aussi une partie des recommandations qui concernent justement, est-ce qu'une sédation peut être pratiquée si elle est réalisée et être réalisée à la demande de l'entourage. Donc là, le consensus formalisé d'experts a dit non, ce n'est pas une indication à la demande de l'entourage. Une sédation est pratiquée par rapport à l'insupportable vécu par le patient. Je voulais aussi, justement par rapport à notre sujet, vous rappeler qu'il y a, parmi les autres indications de la sédation, en dehors de la phase terminale spécifiquement, la sédation est indiquée, donc il est recommandé de faire une sédation lors des arrêts de ventilation assistée non invasive pour prévenir l'apparition de symptômes insupportables pour le patient. Donc il y a une recommandation dans ce sens. Et lorsqu'on arrête des traitements de suppléance vitale chez un patient qui est cérébro-lésé évoluant vers un état végétatif chronique ou un état post-relationnel, l'impossibilité d'évaluer un état de souffrance peut justifier la mise en place d'une sédation. Donc ces recommandations, elles ont été aussi écrites dans le contexte de la commission parlementaire que vous avez menée, Monsieur Leonetti, et on avait abordé ces questions par rapport à ces situations particulières et spécifiques. Je voulais juste rappeler également que ces recommandations, elles avaient eu un accord professionnel fort et qu'elles avaient été labellisées par la Haute Autorité de Santé. Donc ça représente par rapport aux sociétés savantes qui ont participé, c'est pas simplement l'ASFAP, l'ASFAP a été à l'initiative de la mise en place de ce travail, mais ça veut dire également que ça concerne et qu'elle devrait aussi pouvoir être connue et diffusée auprès des autres professionnels de santé. Alors, la question de la terminologie, à mon avis, moi, est très importante parce que moi, ce que je redoute, et je vais aller vite parce que je vois le temps qui passe, mais je vous pose la question, est-ce que quand on entend M. Sicard, moi je l'ai entendu dire que finalement la solution à des agonies prolongées, c'est de pratiquer une sédation donc dans le but de raccourcir l'agonie. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une sédation? Voilà, je veux dire, je ne comprends plus très bien de quoi on parle. Et puis on peut se poser aussi la question, d'ailleurs, si finalement ce mot de sédation qui est à la mode ne vient pas rencontrer aussi une idée, une visée d'une mort qui doit être apaisée. Il faut qu'on meure en dormant, il faudrait qu'on meure en paix. Mais on voit bien que la réalité, c'est pas toujours comme ça. Et c'est aussi le choix de laisser le choix au patient. Moi, c'est ça qui me semble le plus important. À la fois, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y ait un médecin qui refuse à un malade de le faire dormir s'il demande à dormir. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est effectivement important, si un patient demande à dormir, qu'il dorme. Mais dormir, c'est pas la même chose que de demander à mourir. Voilà, donc il faut quand même qu'on sache de quoi on parle. Et moi, je suis assez inquiète sur l'idée, en plus, que le fait de raccourcir l'agonie éviterait de souffrir à l'entourage. Là, je parle par rapport à l'entourage, parce que je pense que c'est une idée un peu
étonnante de penser que de perdre quelqu'un, ça ne fait pas souffrir. Donc je ne suis pas sûre que de raccourcir le moment de la mort, enfin le moment de l'agonie, empêche de moins souffrir. Enfin, ça, enfin, je sais pas, je me pose la question, je ne suis pas complètement convaincue par rapport, moi, à la pratique et ce que je vois. Et que ce temps d'élaboration, ce temps de séparation et le temps de réalisation qu'il peut y avoir à ce moment-là, de séparation, c'est aussi important pour les proches. Et je me pose la question aussi du deuil après. Et on voit bien d'ailleurs que c'est une préoccupation de nos collègues nord-américains, la question du deuil, puisqu'ils sont en train de faire des cellules de deuil par rapport à... Ils trouvent que les assurances maladie trouvent que ça a un certain coût et que peut-être qu'il faut réfléchir aussi à comment ça se passe. Et c'est pas parce qu'on règle le problème, on a l'impression de régler le problème dans l'immédiat, où tout le monde peut se sentir peut-être soulagé d'une certaine façon. Je rejoins cette ambivalence qu'on peut tous avoir par rapport à la mort de quelqu'un qu'on aime, avoir envie à la fois que ça se termine vite et en même temps être dans la douleur de cette perte. Ce temps, ça prend un certain temps aussi. Et ce temps du mourir est un temps aussi de réalisation. Donc je ne suis pas sûre que de le raccourcir en endormant, ça soit... en raccourcir délibérément soit une solution. L'autre question que ça me pose, qu'on pourrait se poser aussi, c'est la question de la souffrance du malade. Parce que pourquoi est-ce qu'on et de son évaluation, on pourrait dire, pourquoi est-ce que l'agonie serait forcément douloureuse? C'est une question quand même qu'il faut se poser. Ça, c'est une question, je dirais, médicale. Pourquoi est-ce que ça ferait mal de mourir? Alors peut-être parce qu'on ne connaît pas finalement comment est-ce qu'on meurt, et peut-être qu'il faut qu'on réapprenne ce que c'est que le mourir, comment ça se passe. Et ça me paraît fondamental. Je crois qu'on a perdu complètement cette familiarité avec la mort. Et on imagine, et on y va, et on part dans l'imaginaire en pensant que ce qu'on observe, c'est quelque chose de douloureux. Et là, moi, je pense que vraiment, il faut relire Hippocrate, il faut relire Bichat, il faut relire tous ces gens, tous les médecins de la fin du 19e qui faisaient des descriptions, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens thérapeutiques, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, ils se posaient des questions, et ils regardaient, et ils décrivaient ce qui se passe. Donc, bon, qui peut dire qu'on meurt forcément dans le passage de la vie à la mort et qu'il faut absolument abréger ça? Alors, qu'en est-il de notre souffrance à voir, encore une fois, quelqu'un partir? Ça, c'est une autre façon, et peut-être que c'est pas forcément d'accélérer le décès qui résout le problème, comme je le disais précédemment. Enfin, dernière chose, puisque j'ai dit que je serais brève, moi, ce qui me semble quand même vraiment fondamental dans tout ce qu'on est en train de dire, c'est pas tellement... Enfin, c'est bien sûr toutes ces situations qui sont complexes, qui sont compliquées, qui sont singulières, et donc une loi qui est générale ne peut pas traiter les cas particuliers. Et je vous renvoie d'ailleurs à un très beau texte de Canguilhem par rapport au au devoir du médecin de répondre à la demande de mort de son patient, mais pas à la légalisation. Je sais pas, on n'a pas le temps de développer, mais voilà, lisez ça, c'est très intéressant. Et la question, elle est vraiment en amont. C'est-à-dire que si la médecine, c'est pas simplement la question de l'acharnement thérapeutique. La question, c'est parce que c'est pas forcément des médecins qui s'acharnent. C'est la question aussi de tous ces moyens thérapeutiques et de la puissance de la médecine et de la difficulté qu'elle a à arrêter ou à ne pas entreprendre. Alors c'est là vraiment la question de fond. Est-ce qu'il faut entreprendre des traitements parce qu'on les a et qu'on pourrait les faire? Et finalement, on se retrouve dans des situations qui sont vraiment très compliquées et complexes et qu'il faut penser au cas par cas, aussi parce que en amont, on a été peut-être un peu trop loin, où on n'a pas renoncé, on a réanimé alors qu'il ne fallait pas, on a posé un pacemaker qui ne s'arrête pas et qui prolonge l'agonie alors qu'on n'aurait peut-être pas dû, etc., etc. Enfin, on pourrait citer des tas de situations. Et donc, évidemment, ça revient par la question de la formation. Et puis, par la question aussi, moi, je dirais que peut-être dans la formation et pour revenir à la pratique, c'est d'essayer de préserver ces espaces de réflexion. Et c'est en ça que je trouve que la grande avancée de la loi Leonetti, il n'y a pas que celle-là, mais moi, celle qui me plaît le plus dedans, c'est vraiment d'organiser
des réflexions autour de la collégialité, de prendre des décisions en collégialité. Parce que là, vraiment, et ça veut dire faire une réunion. Parce que dans la pratique, on voit bien que on dit, oui, il y a eu une réunion collégiale. En fait, on a consulté machin, on a consulté truc, mais on ne s'est pas réuni. Il faut se réunir. S'il n'y a pas de réunion physique, on ne peut pas dire qu'il y ait une vraie concertation et une vraie décision collégiale. Voilà, enfin, je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait continuer sur plein de sujets, mais je vais m'arrêter là pour que Sylvain ait un peu le temps de parler aussi. Non, mais c'est bien, continue. Merci, Véronique. On voit que quand on rentre finalement dans l'expérience professionnelle et qu'on restitue ce qu'est la complexité et l'humanité des enjeux, on est très très loin des discours systématiques un peu théoriques, et c'est ce qu'on privilégie dans notre approche. Alors pour les gens qui sont déjà stressés en se disant il nous reste une petite dizaine de minutes, je dirais soyez rassurés, vous aurez quelques initiatives intéressantes dans les jours qui viennent. Dès demain, nous organisons une soirée à l'espace éthique de 19h30 à 22h sur éthique et fin de vie. Avec Sylvain, vous savez qu'on a un master, et on a créé le master en hommage finalement à Jean Leonetti, qui est notre master maladie chronique, fin de vie et soins palliatifs, puisque dans ton rapport, tu disais qu'il faut aussi des informations en termes de formation, notamment dans le domaine de l'éthique. Donc on est heureux d'avoir depuis 4 ans ce master avec des étudiants extrêmement fidèles qui diffusent, j'imagine, une réflexion également sur le terrain. Et à partir de mi-avril, on attendait de voir un peu comment le débat de société allait évoluer. À partir de mi-avril, on proposera un séminaire, donc plusieurs fois par mois, qui abordera toutes ces thématiques d'une manière un peu détaillée. On attendait de se repérer pour voir comment les choses évoluaient. Puis le dernier point, tu rendais hommage à Jean Leonetti par rapport à la collégialité. Nous, on lui en rend hommage sur un aspect qui nous semble fondamental, c'est que d'abord, le politique aborde cette question, parce que c'est des questions de citoyenneté, de politique, de solidarité, mais également, et tu l'as évoqué à certains moments, cette notion de démédicaliser cette question et de la resocialiser. Et je crois que l'enjeu pour les années qui viennent, et notre enjeu à tous, c'est comment resocialiser cette question. Donc il faut être inventif, et je trouve que la loi Leonetti, de ce point de vue-là, situe aussi les limites du médical pour aborder les questions d'un point de vue sociétal, d'un point de vue moral.